On l'appelle Hope. C'est une usine atomique qu'on dit être au service de l'humanité. En particulier au service du tiers-monde. Enfin, c'est ce qu'on nous avait dit. Et en fait, ils avaient inventé un système pour éliminer d'une façon définitive les problèmes qui plongent dans l'angoisse les nations industrialisées. La surpopulation de la Terre. Les sans défense. Les plus démunis nous réclament de quoi s'alimenter. Alors qu'ils se mangent les uns les autres. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 13, épisode 23. Cette semaine, émission violence, fin du monde, viol, exotisme, la bourgeoisie pourrie et marais normands. La planète court à sa perte, mais ne croyez pas ce qu'on vous dit, sur nous, surtout et sur la vie. Faites demi-tour et vite avant que le temps passe. Cannibale, ne vous dévore tout cru, le cœur et les entrailles, les cheveux, les amygdales, le crâne et le rectum. Ça fait mal. Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est mieux que les autres. Et donc au programme ce soir, vous l'aurez peut-être compris avec cette introduction qui est poétique s'il n'en est. Donc nous parlerons de la ressortie en DVD et Blu-ray chez Rimini Éditions de Virus Cannibal, a.k.a. Virus, a.k.a. Hell of the Dead de Bruno motherfucking Mattei. Et ensuite, nous parlerons d'une sortie en Blu-ray chez Le Chat qui fume de La Traque de Serge Leroy. Donc, deux films, deux salles, deux ambiances. Et pour parler de ce merveilleux programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest. Il y a carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Welcome back. Et oui. Après ces 2 semaines où vous nous avez manqué la semaine dernière. Oui, mais des fois, les aléas professionnels font que ça nous fatigue. Exactement. Avec nous, à propos de professionnels, donc il y a le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Et avec nous, il y a Justine. Bonsoir Justine. Bonsoir à tous. À la mise en son de cette émission, il y a bien évidemment Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Et donc voilà, je vous disais, c'est le programme merveilleux qui nous attend. Gros programme, donc je pense qu'on va pas trop tarder à le démarrer. De toute façon, il n'y a pas grand-chose, une fois de plus, qui se passe dans le cinéma en ce moment en ligne. Enfin non, là, de toute façon, mardi soir, ce sera la fin du festival de Travelling qui s'est déroulé en ligne. Mais vous pourrez notamment y retrouver en ligne sur le site de l'Erdu. Erwan en parlait la semaine dernière, sa conférence qui est en ligne depuis vendredi soir, consacrée à la Nouvelle-Orléans dans les séries américaines et notamment en fin de parcours, on va dire, sur la série Trémé de David Simon. Tout à fait. Voilà, donc 1h10, et comme ça vous aurez l'impression... De délire absolu. De délire absolu, de blagues, de fantaisie, de déchire. bons mots, voilà, comme effectivement ça déchire grave. Et donc voilà, vous aurez l'impression d'avoir Erwan dans votre salon, la chance. Voilà, de toute façon, vous n'avez pas de news particulière à annoncer, messieurs, dames. Donc, sans tarder, on va passer à la section critique de cette émission. Donc, on va se diriger du côté de la Papouasie. Zone. célèbre petit village au sud-ouest de Rome. Exactement. Papouasie. Et donc, pour se mettre en jambe, une petite chronique d'une émission de Feu Opération Frisson qui date de 2006, si je ne m'abuse, histoire de se mettre en jambe. On attaque donc cette émission par un gros Rest in Peace adressé à l'un des plus... Je ne t'aime pas. Adressé à l'un des artisans les plus mythiques du cinéma d'exploitation qui vient de décéder le mois dernier d'une tumeur au cerveau. Un véritable drame pour des générations de cinéphiles qui se sont poilés de rire devant les nanars de celui que l'on a qualifié à raison de plus mauvais réalisateur de l'histoire du cinéma. Oubliez donc Ed Wood ou Philippe Clair, car avec la ressortie en DVD du célébrissime Virus Cannibal, on s'attaque aux champions toutes catégories, du vas-y que je te pompe au grand Manitou des stock shots tout pourraves. Que dis-je, à l'empereur du degré zéro du cinoche, le roublard et pourtant attachant Bruno Mattei. Oh yeah.
Bon là, inutile de vous dire que je ne vais pas me lancer dans une analyse poussive de la filmo de Mattei, le réalisateur aux 1000 pseudonymes. C'est le réalisateur dans l'histoire du Siloche qui a le plus de pseudonymes. Il s'est fait appeler Vincent Down, Jimmy Matthews, j'aime beaucoup Bob Hunter. Donc il a 50 000 pseudos comme ça, donc c'est difficile d'arriver à repérer tous les films de Mattei. Il en a fait des biais. Qui s'essaya à tous les genres et à tous les filons, pourvu que ça capitalise sur le succès des autres, qu'il y ait du cul, de la violence, du sadisme, et avant tout, que la nullité du résultat frise le génie cosmique. Et à ce titre, le bonhomme n'a eu que peu de concurrents dignes de ce nom dans l'histoire du cinéma. Ancien monteur passé à la réalisation sur le tard, Bruno Mattei aura offert à l'histoire officieuse du cinéma, parmi ses plus grandes perles, des aventures sexuelles de Nero et Pompée à Porno Holocauste, du mythique Les Rats de Manhattan à RoboWar, pompage éhonté du Predator de McTee, des 7 gladiateurs à Strike Commando, le bougre touche à tous les sous-genres, porno, horreur, sword and sorcery, western et j'en passe, avec ce même souci d'engranger de la tunasse sans état d'âme en pompant allègrement les succès du moment. Mais à la différence d'autres nullards, Mattei avait depuis longtemps jeté ses scrupules aux chiottes et ne se contentait pas de plagier certains films. Non, il les décalquait littéralement jusqu'à reprendre, même reproduire certains plans et des pans entiers de musique. Bref, un sacré roublard qui structurait ses films comme autant de collages avant-gardistes torchés par un chimpanzé manchot. Mais c'est bien évidemment pour ça qu'on l'aimait, comme en témoigne le célébrissime Virus Cannibal, pompage des films de Romero, qui allait jusqu'à piquer le mythique score de Zombie, orchestré par les Goblins. Mais le top dans ce truc pas possible, où des militaires crétins affrontent des papous zombifiés, tient surtout dans le nombre hallucinant de stock-shots pourraves, placés n'importe comment, et qui font passer ceux d'explosion imminente avec Steven Seagal pour du grand art. Pour arriver au fleuve, on sera obligé de traverser un petit village indigène qu'on devrait atteindre dans moins d'un quart d'heure. Le gars et la fille, qu'est-ce qu'on en fait? Il va falloir qu'ils nous quittent. À mon avis, ils ont fumé la moquette et quand ils ont fait le truc. Bon, on peut tout faire passer par le montage, pas de problème. Et puis l'autre, il répond. Hey, Bruno Mattei. Bref, avec Virus Cannibal, c'est un bonheur de tous les instants. Des dialogues pertinents. On devrait y arriver en courant, non? Tu as raison. Ils n'ont pas l'air très rapides. Des interprètes absolument habités. La la, papam papam. La la, papa. La, papam papam. Sam, sam. Un montage percutant. Il n'est pas question d'abandonner tout ce matériel dans la jungle. Ouais, je trouve que tu discutes trop. Espèce de fumier ordure. Des effets spéciaux au top. Et surtout, le meilleur doublage de l'histoire du cinéma. La rivière. Eh oui, c'est ça. Ici, c'est une jolie rivière. Alors, maintenant, on n'a plus qu'à descendre jusqu'à la mer. On descend, et on embarque, on gonfle ce foutu canot et c'est parti, mon kiki. En fait, tu regardes le truc, tu fais... C'est hallucinant, moi j'adore. Il y a des séquences, j'en pleurais de rire, quoi, mais sérieux. Si avec tout ça, vous n'envisagez pas une soirée fandarde avec vos potes pour rendre un dernier hommage à Bruno Mattei, eh ben ça sert à rien de regarder cette émission. Et oui, vous êtes toujours dans L'attend Godard sur Syllab, et c'était un extrait en 2007, je crois, de l'émission Opération Frisson, présentée par Yannick Dahan, qui donc parlait à l'époque de la ressortie en DVD de Virus Cannibal, qui doit traîner quelque part derrière moi. Voilà, vous le voyez donc à votre radio, magnifique édition, qui donc est ressorti le mois dernier chez Rimini Édition en DVD et en Blu-ray. Et ça, je croyais bien qu'à l'époque, il y a 15 ans, quand j'ai découvert le film, je ne croyais pas pouvoir un jour voir le film dans une si belle copie. Incroyable, Virus Cannibal donc de Bruno Mattei qui ressort en Blu-ray. Et donc, comme le disait Dahan, un petit peu, ça nous permet un peu comme ça de passer rapidement sur des éléments importants du film comme le pitch ou bien les tenants et les aboutissants de l'esthétique de Bruno Mattei. Donc film sorti en 1980, signé donc sous un de ses nombreux pseudonymes. Bruno Mattei n'est pas forcément le réal qui a eu le plus de pseudo. Je pense que Jess Franco le dépasse un petit peu, mais il a fait beaucoup plus de films aussi, c'est pour ça. Donc qu'il signe en 1980 sous le nom de Vincent Down.
et donc qui est connu donc en Italie sous le nom de Virus, chez nous sous le nom de Virus Cannibal ou l'Enfer des Morts Vivants, et à l'international aux États-Unis d'Amérique sous le nom de Hell of the Living Dead, et qui donc, comme son titre l'indique habilement, est un film de zombies et non pas un film de cannibale. Et donc oui, voilà, donc il y a une pandémie mondiale qui surgit, qui à cause d'un virus qui est né dans un laboratoire. Ouais, qui est pas clair quand même comme Oui, pandémie mondiale. On sait pas trop bien comment ça se répand. Qui est né dans un laboratoire. Ça commence par une prise d'otage dans ce même laboratoire par des genres de zazous à cheveux longs extrémistes. Ah non, c'est pas dans le labo, c'est dans une espèce d'ambassade. Ouais, dans une espèce d'ambassade en Papouasie, enfin dans un pays obscur. Probablement en Afrique, tourné dans la banlieue de Rome, et donc une bande. T'as compris ça toi comme ça? Parce que j'ai compris que c'était en Europe et qu'après on envoyait les gars en fait en Papouasie. Ah, pas du tout. Ah bah, si. J'ai compris que c'était genre voilà l'ambassade à Rome quoi, justement quoi, tu vois. Enfin, non, pour moi c'était l'ambassade de Rome. Déjà c'est pas clair, c'est pas clair, on comprend pas. Donc tout ce qu'on sait, c'est que donc les membres du commando habillés en bleu de travail vont donc partir en mission et partir dans la jungle. Ils tombent sur une famille, donc un père, une mère et leur gosse. Et là, ça va partir en sbeul. Ils vont tomber sur des indigènes qui visiblement sont pas au mieux de leur forme. Et après, ça va partir en sucette. On a l'air comme ça de rigoler en parlant du film. Mais c'est très sérieux. Mais c'est très sérieux. Donc, comme le dit Dahan, effectivement, Bati, qui donc est mort en 2007, né en 31, il a d'abord commencé comme monteur. Il a notamment monté des films de Jess Franco, justement, dont Les Nuits de Dracula avec Christopher Lee et puis Klaus Kinski. Et il s'est mis sur la réal un petit peu sur le tard, au milieu des années 70. Et donc, comme beaucoup de ses camarades, il a œuvré dans à peu près tous les genres où ça pouvait rapporter de la thune. Donc, pas mal de films érotiques et puis de films porno, donc des films d'horreur, que ce soit des films de cannibales, des films de zombies, des sous-Predator, tout ce genre de choses, des sous-Rambo, et il a continué jusqu'à la fin, jusqu'en 2007. Il y avait encore des films qui sont sortis. J'ai un coffret avec 2 de ses derniers films, qui sont aussi des films en DVD, qui sont aussi des films avec 2 films sur le même DVD. Hein. Donc 2 films de cannibales tournés en DV avec les mêmes acteurs, avec la même équipe, à peu près le même scénario d'ailleurs. Hein. Mais qui malheureusement n'ont pas la sève et ce goût particulier que l'on retrouve dans ces 2 opus magnum, Virus Cannibal et Les Rats de Manhattan, qu'il sort en 1984, même si là on va plus se concentrer sur Virus Cannibal, même si les 2 films sont quand même très très liés. Et donc on pourrait qualifier le travail de Bruno Mattei entre la naïveté et puis l'opportunisme, ce qui je pense sont les 2 mamelles de son cinéma, puisque c'est un staccanoviste du cinéma qui est assez symptomatique de la prod du cinéma rital de l'époque, puisque donc, comme beaucoup de ses petits camarades, je disais, des gros tâcherons comme Umberto Lezzi ou des réalisateurs un peu plus doués quand même comme Ruggero Deodato ou Enzo G. Castellari ont aussi œuvré dans tous les genres différents, le polar, le sous Mad Max, le sous Rambo, le sous film de gros monstres et tout ça, mais qui sont des films que on appelle des rip-off, qui seraient un petit peu des copies, parce qu'ils ont beaucoup fait fonctionner à l'époque les Italiens, la photocopieuse sur tous les grands succès du cinéma ricain de l'époque. Et donc avec ce film-là, Virus Cannibal, film comme visiblement petit budget, on va pas se le cacher, mais qui déploie des trésors d'inventivité formelle et des trous narratifs assez incroyables pour réussir à quand même tenir un film de 1h40 où ce qui est formidable en le revoyant, c'était toujours le même plaisir. Il ne se passe rien, il y a des coups de mou tout le temps, mais ce n'est jamais chiant. Il y a un certain emballement, un rythme assez particulier, voilà, un genre de cinéma soustractif de l'horreur où de temps en temps vont surgir des éléments improbables et goraces. Erwan en parlait tout à l'heure en off, c'est un genre de cinéma influencé par Marguerite Duras. Et on va y revenir aussi, mais et après on parlera un petit peu peut-être des méthodes de travail de Bruno Mattei, mais il y a méthodes de travail. Non, mais n'induis pas les auditeurs en erreur. Non, mais si vous connaissez pas Bruno Mattei, franchement voilà, faut aimer la merde quand même. Faut non mais si justement, faut avoir une appétence quand même pour les mauvais films. Mais je veux revenir Bruno Mattei. Mais je veux revenir justement sur Mattei parce que faut pas faire croire que c'est un petit maître. Non, pas du tout. Il est comme assez largement mauvais. Mais c'est Christophe Lemaire qui revient dans les bonus du Blu-ray justement sur le personnage de Mattei, parce que c'est quelqu'un dans ses films très peu de choses, qui donnait quasiment aucune interview parce qu'il n'aimait pas ça. Lui, il voyait juste ça purement comme son métier. C'est un mec qui aimait le cinéma, mais il voulait juste faire des films parce que ça lui permettait de croûter, quoi. Vraiment, c'est un mec très gentil, qui était hyper agréable,
qui était pas super pour la direction d'acteur. Bah, ça se voit dans ses films, hein, c'est clairement pas le truc qui l'intéressait. Lui, c'était juste faire des trucs de montage et puis essayer de faire n'importe quoi avec sa caméra. Pour le coup, faire n'importe quoi avec sa caméra et au montage, il a absolument réussi, parce qu'on va y revenir aussi sur l'importance des plans volés à d'autres films. Enfin, outre les musiques, il y a aussi des plans volés, soit des films de fiction, soit des films documentaires, donc ce qu'on appelle des stock shots, qui constitue quand même une grande partie de son identité de cinéaste. N'ayons pas peur des mots. Thibaut, je sais que toi aussi, c'était une sorte de Madeleine de Proust pour toi quand tu étais jeune. Ça t'a un peu révélé les yeux au monde du cinéma. Bah, déjà, on peut remercier Yannick Dahan de m'avoir fait découvrir ce film, parce que c'est après avoir vu cette chronique dans OP Frisson que... avec des copains, on a essayé de trouver ce film sur des plateformes légales ou illégales, vous en conviendrez, et que en fait, on s'est fait une soirée pizza bière plus d'autres choses en regardant. C'est l'esprit. En regardant ce film, et en effet, j'ai assez halluciné. Mais du coup, c'est un film qui est extrêmement particulier, parce que soit on le prend vraiment à la rigolade comme un nanar absolu, avec, tu as dit, avec des stock shots comme pas possible, un montage étonnant, pour ne pas dire nul à chier, des interprètes nuls à chier, un cadrage globalement nul à chier, avec des effets spéciaux globalement nuls à chier. Mais néanmoins, donc ça on le prend comme ça, mais il y a un charme. Mais soit on le prend, ou alors on le prend comme une espèce de statut du commandeur, et en se disant, est-ce que ce film-là ne serait pas le plus grand nanar de l'histoire du cinéma, et donc un potentiel chef-d'œuvre. Et donc, on le prendrait comme un film à analyser d'un point de vue extrêmement sérieux. Donc voilà, ça pose la question. Non, mais c'est vrai, parce qu'on peut poser des questions de partir là-dessus en termes de l'économie du cinéma ital, du cinéma ital bis de l'époque, en termes d'esthétique, on va dire, et comment est-ce qu'il essaie de épuiser le filon de l'horreur et de la récupération d'images qui ne sont pas les siennes. Du coup, c'est tellement foiré sur à peu près tous les domaines possibles et imaginables, jusque dans la post-production et la version française. Je pense qu'on va y revenir parce que ça participe beaucoup quand même à la grandeur du film. Mais sur toutes ces questions-là, c'est presque un cas d'école de tous les trucs qu'il ne faudrait pas faire dans un seul film et qui finalement font un tout quand même étonnamment assez cohérent. Mais cohérent, mais même, Yannick Dahan parlait d'avant-garde. Il y a une cohérence dans la bêtise. Clairement, on en est là. Hein. Je veux dire, son montage stock shot, enfin, on est en limite quasi dans le montage des attractions d'Eisenstein. Enfin, c'est avant-gardiste, c'est une grammaire cinématographique qu'on a vue nulle part ailleurs. Alors certes, et puis c'est un film cinéphile. Je veux dire, c'est un film. Il y a des références. C'est un film qui cite des films avec des références extrêmement sérieuses, peut-être appuyées, mais au moins elles sont là, quoi. Avec Chantons sous la pluie, où il y a cette merveilleuse scène où un membre du commando rentre dans une maison vide, donc il fouille la maison, il trouve un tutu et une canne, il va se mettre à entonner gaiement le Chantons sous la pluie de Donen et Kelly avant de se faire bouffer et attaquer par des zombies. Mais en fait, ce genre de film, en fait, moi, ce qui me plaît évidemment, c'est une espèce de fascination pour le mauvais, quoi. C'est-à-dire de se dire, mais c'est bon le mauvais goût. C'est-à-dire, comment est-ce qu'un mec comme Attic, qui a quand même une formation de monteur, quoi, parvient à faire des films avec aussi peu de rythme, quoi. Déjà, ça, c'est la première question que je me suis toujours posée, c'est comment un mec qui a une formation de monteur, donc normalement dont c'est censé être le métier, comment est-ce qu'il peut avoir un sens du rythme aussi faible, quoi. Parce qu'à la limite qu'il n'ait pas de fric, mais on pourrait se dire, voilà, ok, je suis monteur, je vais arranger les choses par le montage. Non. Au contraire. Non, au contraire. On va faire des plans super longs, où il se passe rien, voilà. Et il y a une, c'est vraiment le mec qui pisse à côté, quoi. C'est le mec qui a un trou, il faut pisser dans le trou. Ben non, lui, il pisse à côté du trou. Voilà. Alors, ça peut être charmant, effectivement, hein, je veux dire, quand c'est ton pote, quoi. Ça fait partie du charme, du pote, mais ça n'empêche pas que c'est quand même un peu dégueulasse. C'est un peu le cas, quand même, de Virus Cannibal, que par ailleurs, moi, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que pour moi, c'est le même genre de fascination que de regarder, tu vois, Parole de flic, c'est-à-dire ce genre de film. José Pinheiro. Ouais, voilà, ce genre de film où j'ai pas l'impression de regarder une histoire. En fait, j'ai l'impression de regarder un film qui raconte une histoire. Tu vois, et j'ai vraiment, c'est-à-dire que je sens l'équipe autour du cadre, et quelque part, ce qui fait partie du plaisir pour moi, c'est ça aussi, c'est de sentir. Je me dis, oh là, il a dû diriger comme ça. C'est-à-dire que c'est vraiment, et pour le coup, c'est vraiment un film de cinéphile. De ce point de vue-là, c'est-à-dire que c'est pas un film de cinéphile à mon avis de temps, effectivement, par rapport aux emprunts, voilà, plus ou moins honnêtes du film. Mais par contre, c'est un vrai film de cinéphile au sens où quand t'es cinéphile, tu trouves du plaisir à justement à voir toutes les coutures, en fait,
d'un projet cinématographique, tout ce qui normalement dans un bon film est effacé, là devient apparent. Et je trouve que c'est super intéressant. Moi, je trouve d'un point de vue, par exemple, en termes d'écriture, c'est génial ce film-là. Il est génial ce film. Parce que les mecs, on sent que ça a été écrit n'importe comment. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des personnages, le personnage de la fille, par exemple, le personnage de la fille qui est censé être une journaliste un peu intrépide, machin, tout ça. Elle passe, je veux dire, d'une scène à l'autre, elle change tout le temps de caractère. C'est un personnage qui est complet, c'est une vraie girouette, quoi. C'est une vraie girouette. C'est-à-dire que un coup elle va de la gueule, puis un coup elle hurle, et puis un coup elle redevient va de la gueule, puis un coup elle est en colère. Enfin, tu vois. Et en fait, et à la fin, elle finit par faire un espèce de speech complètement ahurissant. Qu'on a entendu en pré-générique. Voilà, et c'est et le sérieux avec lequel les acteurs jouent ça, et c'est pour ça que je me dis, et quelque part il y a ça aussi moi qui me plaît, c'est que je me dis quelque part j'ai presque envie d'être avec eux sur le tournage et tourner ça avec eux, parce que c'est presque tellement gros que j'ai quand même du mal à croire que Mattei, Fragasso, son assistant, les acteurs, tout le monde fait ça. Non, ils savent, je pense qu'ils savent qu'ils font de la merde. Je pense qu'il faut pas se leurrer. Et du coup, ils font n'importe quoi. Voilà. Mais c'est comme les films, les films de réalisateur qui est trop peu estimé pour moi, qui est Max Pécasse, où tu sens clairement sur les tournages que tout le monde est hyper content d'être là, quoi. Tout le monde est content, il fait beau, on est au soleil, on fait un film, c'est cool de faire un film, c'est toujours cool de faire un film, quoi. On s'amuse bien, on est là, on a des armes, il y aura des monstres, il y aura des filles à poil, il y aura des mecs qui font n'importe quoi. C'est bon esprit, quoi. Et effectivement, ça se voit peut-être un peu trop à l'écran, du coup, que les mecs étaient un peu trop en vacances, mais ça participe au charme de la chose. Et tu as cité donc celui qui est cité plus ou moins comme son assistant sur le film, qui est Claudio Fragrasso, qui est un peu l'âme damnée, on va dire, de Bruno Mattei, puisqu'ils ont fait... Éminence grise. Voilà, éminence grise, ça dépend des points de vue, puisqu'ils ont fait plusieurs films ensemble. Ils ont refait après justement l'Era de Manhattan. Ils ont été assistants sur Zombie 3 de Fulci, et ils ont réalisé Zombie 4 After Death. Ils ont co-réalisé, enfin ils ont réalisé la majorité de Zombie 3, parce que Fulci était tellement malade qu'il a fait trop longtemps. Ouais, c'est ça. Et même parfois ils tournaient les films en même temps. Donc c'est-à-dire qu'un tournait le jour et puis l'autre la nuit. Ils ont bossé sur les films des uns et des autres. Et après, il y a Fragrasso qui a fait ses propres films. Parfois, ce sont des polars assez sérieux, notamment les trucs qu'il a fait dans les années 90. Et il a fait aussi des bons gros trucs bien nuls, comme Troll 2, par exemple, qui était la suite du film de Lamberto Bava, le fils de Mario, où on voit clairement aussi que la qualité, en tout cas que le film d'horreur, c'est clairement pas leur truc quand même, quoi. Ils ont fait aussi un super film de zombies, dont j'ai oublié le nom, L'Autre Enfer. L'Autre Enfer, un film de nuns, un film avec des nonnes dans un couvent maudit, tout ça, qui pareil vaut son pesant de cacahuètes. Qui pareil, qui vient, enfin tu vois, mais c'est ça. Et les Rats de Manhattan, moi, il y a vraiment ce truc de rythme, quoi. Vraiment chez Fulci, moi, je trouve cette espèce de rapport au rythme où et du coup, tu crois jamais une seule, tu vois, tu restes toujours extérieur en fait au personnage, parce que t'as aucun point d'identification avec eux, parce qu'ils réagissent de manière complètement aberrante par rapport à la manière dont réagirait une personne normale. C'est-à-dire qu'ils sont toujours super lents à se enfin, tu vois, il y a une espèce de lenteur dans le déplacement, et qui n'est pas que la lenteur des zombies, quoi. C'est-à-dire que les zombies sont lents, les acteurs sont lents. Parfois, les acteurs se mettent au milieu des zombies qui tournent autour des acteurs en faisant. C'est un film au ralenti, mais tourné à vitesse normale. Voilà, exactement. C'est très. Mais c'est vrai que ça a une qualité presque. Il y a des moments, en fait, quand tu fais abstraction, tu regardes juste l'image que tu es en train de regarder, il y a des moments, c'est presque surréaliste, quoi, en fait, moi, je trouve. Oui. Des moments, Justine, c'était ta découverte donc de l'être Bruno Mattei, en tout cas de Virus Cannibal. On a vu un petit peu avant l'émission que tu étais moins convaincu que nous par l'opus magnum de notre ami Bruno. Oui, parce que tout simplement, j'ai beaucoup plus de mal à avoir du recul. Vous arrivez vraiment à pouvoir analyser les choses hors dehors, et moi, ça me prit tellement de face. Finalement, j'avais pas de recul par rapport à cet objet. C'est parce que tu étais vraiment dans le film, tu étais embarqué par l'histoire, peut-être. J'étais dans le film, en fait, j'étais avec cette journaliste, je voulais enquêter avec elle sur les papous, et en fait, du coup, et quand t'as vu la manière qu'elle a de convaincre les papous, tout de suite, tu t'es dit, mais c'est un film sérieux. Ça m'a donné des idées. Sérieux, se mettre à poil et mettre de la peinture, c'est le truc qu'on fait en général quand on va chez les Zoulous, quoi. Oui, après moi, c'est vrai que les écueils du film sont beaucoup trop nombreux pour que je les cite, mais on parle de la lenteur. Pour moi, le rythme, comme tu le dis, Erwan, c'est quelque chose qui vient à un point surréaliste au bout d'un moment. Et surtout le manque de rapport entre les choses. Pour moi, c'est toujours, tout est très déconnecté. En fait, comme tu le dis, il y a un moment, les enquêteurs vont se mettre au milieu des zombies, personne ne réagit. En fait, il y a un manque de sentiment, d'humanité dans ces gens qui est assez flagrante. Si, ils disent 15 fois généralement à la suite, mais barre-toi de là, barre-toi de là, tu vois. Oui, c'est un peu bas de plafond quand même. Ou alors tire dans la tête. Voilà, ils mettent 15 plans à comprendre qu'il faut tirer dans la tête. C'est des fois un peu c'est compliqué. le stress, hein, c'est normal, toi aussi, parce qu'on verra comment t'es face à une attaque de zombies papous. Hein. Voilà, on critique, et après, quand ça arrivera, t'auras l'air maline. Hein.
Ah mais Voilà. moi j'ai rien à apporter à ça. Mais par contre oui, là, effectivement c'est cette absence totale. Mais ça va avec le truc des stock shots quoi. Voilà. Tu vois, cette espèce de Stock truc, le shot. fait que les stock shots n'ont aucun lien. C'est-à-dire non, qu'ils regardent des trucs, mais c'est pas le même décor, c'est pas la même lumière, c'est pas la même pellicule. Enfin, Oui, mais on ça s'en branle, participe à un manque de rythme en fait global du film. Le film à un moment Il y a 20 stagne, minutes, il y a au moins ça 20 minutes de n'avance stock plus shot, hein. du tout. Et comme on le disait tout à l'heure avant l'émission, la musique en fait est jamais calée. C'est-à-dire que même il y a un décalage de la musique par rapport au rythme du film qui est assez flagrant et rien ne fonctionne. Oui. Vraiment, moi je suis assez. Parce qu'il reprend en fait des BO des films de Romero, des films d'Argento, des films de Fulci. Il y a littéralement la musique de zombies par les Goblins ce qui n'empêche déborde. ce qui n'empêche pas de créditer Goblin au générique Oui. comme s'ils avaient composé la musique du film, Voilà, ce qui ainsi. montre l'honnêteté du projet. Et sur les stock shots, donc ce sont des plans qui sont repris à d'autres films, notamment à des films documentaires qui servent à Mattei à montrer qu'ils sont dans un pays autre que l'Italie, un pays exotique, donc quelque part en Afrique où il y a à peu près tous les animaux du continent de l'Afrique qui vont se retrouver en même temps dans la même jungle, parce qu'ils sont supposés être dans la jungle, et donc c'est pour ça qu'on verra des éléphants et puis des rhinocéros en train de courir dans la savane. Dans la savane, Voilà, on verra des gerbilles en plein milieu de la jungle, des plans improbables sur des perroquets qui sont là, parce que pourquoi pas des perroquets on ne sait où. Il y a un truc qui est intéressant, c'est que c'est tourné l'histoire est censée se dérouler en Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc du coup la Papouasie-Nouvelle-Guinée c'est une île qui n'est pas du tout en Afrique et qui est plutôt, on se décale un petit peu plus vers l'Océanie, vers les confins Notion asiatiques. bourgeoise de la géographie. Et en fait, du coup, cette géographie totalement aléatoire, comme le récit qui est aléatoire, comme les acteurs qui sont aléatoires, comme tout qui est aléatoire, comme le montage qui est aléatoire, moi, il me semble que ça participe de l'expérimentation de Mattei. Et C'est peut-être du cinéma de réemploi en termes géographiques et en oui, termes voilà. Et cinématographiques. c'est pour ça qu'on parle. C'est pour ça que moi, je pense que c'est un film qui pourrait s'inscrire dans une espèce d'avant-garde, voire même du postmodernisme. Involontaire. Littéralement. Alors moi, je pense que c'est tout à fait volontaire, que Mattei sait très bien où il va, et qu'en fait, ce mec-là invente un cinéma devant nos yeux. Alors, nous sommes trop aveugles pour le et voir. que nous sommes trop aveuglés. Le monde n'était pas prêt. Voilà, que en fait, nous ne sommes tout simplement pas prêts, nous, avec notre œil, on va dire cinéphile, cinéphage, cinévore, vous mettez n'importe quel terme derrière ça, mais avec une conception, on va dire, extrêmement classique du cinéma, et que Mattei explose en fait ces logiques-ci pour aller vers un projet qui finalement ne ressemble qu'à lui-même, et du coup, il faut absolument réhabiliter ce film et lui donner sa place dans l'histoire du cinéma. Je parle d'histoire du cinéma avec un grand H, bien entendu. Mais c'est clairement, de toute façon, Monsieur Fleuret, dans une république comme la nôtre, je ne peux pas vous laisser dire ça. C'est un scandale que vous venez de Je vous dire. trouve un peu mou, monsieur Cadoret. Vous êtes dans Non, la mais je mollesse. suis interdit, là. Je suis même abasourdi, je dirais. Non, mais voilà, plus sérieusement, oui. Non, mais oui. En fait, oui. En fait, je suis tout à fait d'accord. Moi, je pense qu'on est effectivement. Et le pire, c'est que je dis ça assez sérieusement. C'est typiquement le genre de film avec lequel on ne peut avoir qu'un rapport postmoderne, parce que effectivement, il n'y a pas d'autre moyen d'aborder le film. Tu peux pas aborder le film au premier degré. De toute façon, je veux dire, si, mais tu vas t'emmerder comme à Sans Soudleur. Donc tu es obligé de l'aborder par un biais, et le biais c'est le biais justement de tous les films que toi tu as vus qui étaient réussis et qui rentrent en conflit avec ce film qui à force d'être raté devient fascinant de ratage. Je te dis, comme Parole de flic, comme d'autres films moi que j'ai vus qui sont vraiment, que moi je peux revoir même plusieurs fois, comme Thème de Patrick Sébastien. Moi ça c'est le genre de film que je peux revoir, que je pense que ce film là moi je vais me refaire des séances avec des potes qui l'ont pas encore vu, parce que toute une partie du plaisir ça va être de voir les autres réagir à ce film pour voir est-ce qu'ils réagissent au même truc que moi. Et donc du coup tu es vraiment dans un rapport postmoderne au cinéma, c'est-à-dire que c'est pas le film, c'est l'objet film en tant que producteur de spectacle déviant qui finalement t'intéresse. Car le cinéma, c'est aussi du partage. Eh ben oui, et déviant. Et de la générosité. Bruno Mattei est un cinéaste extrêmement généreux à ce niveau-là. Moi, je l'avais montré à un pote l'année dernière. Il était là où tu es assis, Erwan. Il était à 2 doigts de se pisser dessus, justement, parce que lui, il le découvrait. Moi, je riais de bon cœur parce que je connaissais le film. Et j'étais encore plus heureux parce que lui riait encore plus de bon cœur aux choses qu'il voyait. Et c'était enthousiasmant que c'est un film où plus tu le revois, en fait, mieux c'est. Parce que tu découvres toujours des petites perles, des choses que tu avais oubliées ou bien que tu n'avais pas vues. En même temps, le film est tellement fourre-tout. Le film est riche. Oui, il est riche et dense d'une certaine façon, mais c'est-à-dire qu'il y a tout en fait. Il est riche comme lourd, quoi. Il y a plein de thèmes, il y a plein de motifs, il y a plein de choses, et je pense qu'il faut qu'on accepte aussi de pas avoir toutes les clés, et donc peut-être de prendre plaisir à le revoir et de voir les autres spectateurs le voir aussi. Moi, il y a une question que je me pose, et je ne peux pas m'empêcher de voir du sens, des images comme celle-là. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une conversation, je crois que c'est
Je sais plus à quel moment c'est toujours dans le bureau du journal télévisé. Où il y a le patron du journal télévisé qui discute avec un autre gars. Et à l'arrière-plan, je ne sais pas pourquoi, à l'arrière-plan, il y a un poster avec un chat en gros plan. Et je pense que ça a une ouais, je me suis dit, et il y a ok, Kubrick. Voilà, et il y a plein d'arrière-plans mystérieux. Je pense qu'il y a tout un truc à faire sur comment dire, le côté crypto, quoi. Je pense de ce film-là, parce que je pense qu'il essaie de nous dire des choses. Mais je suis pas certain d'avoir l'ouverture d'esprit. À la fin du film, on a quand même une idée. Hein. Ouais, ça, mais est-ce que un discours un peu plus engagé, une dimension politique. Ouais, voilà. Mais alors, étant donné que je comprends pas très bien ce qu'elle a dit, je me suis demandé à un moment si fallait pas lire genre une lettre sur deux. Et là, il doit y avoir un autre message caché. Lire que les voyelles. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, pour finir quand même, parce que ça participe grandement à la quête du film. Juste signaler, il y a un médecin à cheveux blancs au début. Moi, j'aime beaucoup les médecins, les mecs qui portent des blouses blanches et qui ont des cheveux blancs, des espèces de moumoutes blanches. J'adore ça. Les savants fous. J'adore ça. Et il y a un mec qui se fait manger par un rat, il fait le rat avec sa main sous sa oui, du film. Un mec sous la combi. Il y a plein de bons trucs. Et notamment, une des bonnes choses du film, en tout cas pour nous Français, c'est la bande. Francis Cabrel aussi. Il y a aussi Francis. J'adore les saucisses. Il y a Francis Cabrel et Philippe Catherine. Et donc surtout le doublage français qui participe, je pense, grandement à l'intérêt qu'on peut avoir pour le film, parce que non seulement les acteurs originaux sont livrés à eux-mêmes, mais les comédiens de doublage en France sont sous. C'est même pas qu'ils sont livrés à eux-mêmes. T'as l'impression qu'ils improvisent les dialogues au fur et à mesure du film. Moi, je soupçonne que ce sont des doubleurs de films porno. Oui. Payés au lance-pierre. Bah souvent c'était ça. Et qui, à mon avis, font ça après le déjeuner où ils se sont sifflés une bouteille de rouge. Oui, tu sens qu'ils sortent de table. Ouais, hein. ils sortent de table. Je pense qu'ils sortent de table et ils sont géniaux. Il y a un truc qui est génial, notamment que j'avais totalement oublié. T'as genre 2 membres du commando qui sortent de leur bagnole pour aller au fond de la jungle pour genre aller inspecter un truc, je sais pas quoi. Et t'as un des mecs qui se met à chanter Malbrook s'en va de guerre. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et ça débarque là et tout, c'est absurde comme tout, c'est du Buñuel. Bah, c'est même, c'est du Buñuel revisité par le grand détournement quelque part. Ça, quoi. C'est-à-dire que c'est du Mézeret avant l'heure. Ils font exprès, mais non, c'est juste que c'est le mec. Tout le monde fait son métier mal. En termes de version française, on cite beaucoup par exemple The Big Lebowski comme une version française réussie. Ou Wentworth ou des machins comme ça. Les films de Léon. Et en fait, on peut mettre Bruno Mattei, donc Virus Cannibal, dans le cercle très fermé. Mais c'est vrai que de ces films-là. Donc en fait, Bruno Mattei est un peu l'équivalent des surélève l'œuvre ou de Léon. En fait, donc ou plutôt, moi je rapprocherais plutôt le doublage d'une version pas super réussie de Y a-t-il un pilote dans l'avion qui a un type de licence qui vaut justement par son doublage en français, où les acteurs en français en font des caisses. Ouais, mais elle est géniale. Elle est très bien par contre c'est des super doubleurs qui connaissent super bien le boulot et qui savent exactement renforcer les aspects comiques du film, qui savent servir le film. Alors que là, à l'évidence, ça sert le film mais pas à son corps défendant. À son corps défendant, et pourtant ça donne une dimension au film, moi, que je trouve j'ai rien qu'à à les entendre à l'audio, moi, je trouve ça drôle, la manière dont ils parlent comme des acteurs porno des années 70, moi, ça me fera toujours rire. Moi. Bah, tu sens des mecs qui ont les moustaches, quoi. Ouais, exactement. Donc, voilà, c'est Virus Cannibal de Bruno Mattei qui est ressorti en DVD Blu-ray chez Rimini Éditions, qui est donc accompagné d'un entretien avec Christophe Lemaire qui revient sur Bruno Mattei, sur la réception du film, et notamment sur la réception du film avec l'équipe de Starfix quand ils l'ont vu au cinéma en 1982, et après sur la projection de presse du film de Kassovitz en 1997, c'était Assassin, je crois, où justement Christophe Lemaire avait posé une question à Mathieu Kassovitz sur Bruno Mattei en lui demandant si Virus Cannibal était une de ses grandes influences, et effectivement il avait dit oui. Donc après la presse italienne s'est intéressée à Virus Cannibal. Comme quoi, encore une belle histoire du monde du cinéma. Et le coffret est aussi accompagné d'un entretien avec David Didlot, qui a consacré il y a quelques années chez Artus Film un gros bouquin de 700 pages à Bruno Mattei, Itinéraire bis, je crois le titre du livre. Donc on va s'arrêter là. On vous rappelle, si vous ne l'avez pas vu, chopez Virus Cannibal, chopez-le en français. Prenez des copains, peut-être que c'est pas la saison, mais même en journée, faites-le, c'est pas grave, vous le verrez, c'est formidable. C'est une des choses qui vous redonne envie de voir des films et de voir du cinéma. Je trouve ça beau. Ouais. On va quitter la banlieue de Rome, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et là on va se diriger vers le bocage normand pour un film aussi, un film de groupe, un esprit peut-être un peu plus dur.
mais néanmoins quand même pas mal. Mais chaleureux. Voilà, mais, il en est. mais aussi chaleureux. Un petit extrait et on Un film revient de tout de un suite. film de copains. Voilà, un bon film de copain. Ouais. Dis-moi, pourquoi on s'est tous foutus? Parce que ces salauds-là l'ont violé. Et Chamon avait oublié son fusil, peut aller retourner le chercher, puis il le tirer dedans. Voilà. Est-ce que vous vous rendez compte dans quelle situation vous nous avez mis? C'est pour ça qu'il faut la rattraper, puis lui proposer un marché. Après l'avoir tiré dessus. Il faut pas qu'elle aille aux gendarmes. Quelle sorte de marché? Il la boucle, puis on la boucle. Mais qu'est-ce qu'on vient faire là-dedans, nous? On y est pour rien. On ne sera pas complices, c'est monstrueux ce que vous avez fait. Mais si elle s'échappe, il n'y aura pas d'arrangement, elle parlera. Puis on sera tous dans le même bas, hein, que vous le vouliez ou non. On marche ensemble, David. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était un extrait de La Traque de Serge Leroy qui est le film dont il va être question à présent, qui est ressorti en Blu-ray et UHD chez Le Chat qui fume ce mois-ci. Et donc La Traque de Serge Leroy, c'est un film qui pendant très longtemps, de très nombreuses années, un film qui a été invisible de manière légal et officiel. Il était dispo sur le net depuis des années dans une copie pas terrible, dans un magnifique RIP de 699 MO. Parfois, il y avait des RIP de 900 MO qui apparaissaient. En fait, c'était le même fichier dégueulasse. Donc, c'était toujours un peu cette peine. Et c'est un film qui se traîne quand même depuis de nombreuses années, une certaine réputation de film culte, de par son sujet et de par son casting, et qui malheureusement était invisible dans des bonnes conditions et qui donc là ressort en Blu-ray dans une très très belle copie. Et donc c'est un pitch assez simple et finalement assez rebattu qu'on a beaucoup vu, mais pas forcément en France, plutôt dans le cinéma américain et italien justement. Donc qui parle d'une femme interprétée par Mimsy Farmer qui va en Normandie pour louer une maison. Donc elle part la visiter et là elle tombe sur une troupe de chasseurs qui sont tous les petits notables du coin, on dirait qu'ils sortent d'un film de Claude Chabrol, où il y a notamment Philippe Léotard, Marielle, Lonsdal, Bidot, Cruchet, un petit peu que des gueules d'acteurs français des années 70, parce que le film est de 1975. Les persos de Marielle et Léotard, qui sont frères, sont un peu les petits foufous de la bande, et un jour, à un moment donné, ils tombent donc sur cette jeune femme, le perso de Léotard la viole, et elle se venge en lui foutant une bonne grosse bastos de chevrotine dans le bide. Et donc à partir de ce moment-là va démarrer la traque. À la base, donc c'est plutôt pour la rattraper, pour lui faire entendre raison, ou en disant en gros si tu dis rien pour le viol, on dit rien pour le coup de fusil. Elle a un peu de mal à les croire, et donc là la traque va commencer à travers les bois, donc du bocage normand pour un film tourné en Sologne. Voilà, les mystères de la géographie française. Et donc ce film de Leroy, qui est un réalisateur qui a réalisé plusieurs polars, notamment un Légitime Défense qui était pas mal du tout, mais qui a quand même beaucoup œuvré aussi, comme beaucoup de ses collègues français, dans l'érotisme et dans le téléfilm, parce que c'est là qu'il fera une majeure partie de sa carrière, dans les séries télé et puis dans les téléfilms. Et un réalisateur qui, je trouve, n'a pas souvent un grand intérêt en termes formels, on va dire. Et là, La Traque, c'est de très très loin son film le plus intéressant et son film le plus abouti. Donc non seulement de par son casting qui est absolument impeccable, où tout le monde joue sa partition de manière absolument parfaite, mais aussi justement par sa mise en scène et par son cadre, à la fois de faire un film de rape and revenge et qui se passe vraiment dans la campagne française, dans le bocage, avec des notables, où il y a une mise en scène que je trouve très bien tenue. Sur un film de 1h40, ça ne débande jamais. C'est toujours tendu, c'est toujours malsain, à la fois donc dans la traque de la femme par cette bande de notables et dans les relations eux-mêmes entre les notables, où justement, comme dans un film de Chabrol, ils ont tous des secrets les uns sur les autres. C'est que des affaires de manipulation, de machin qui veut racheter tel projet, et puis tel mec qui veut faire ça, et puis les mecs un petit peu dégénérés de la troupe qui sont quand même avec le reste de la bande, justement, parce qu'ils connaissent d'autres secrets sur les autres, et puis trucs comme ça. Donc, qui donne vraiment un cachet assez particulier. Et La Traque fait partie de ces films de genre français où on a souvent le fantasme d'un continent du cinéma français de genre qui serait un peu
un petit peu oublié, où il y aurait plein de pépites et puis plein de chefs-d'œuvre. En général, c'est pas vrai. Moi, quand même, qui m'en suis tapé beaucoup, c'est globalement des films assez nuls et très très mous qui se passent dans des banlieues françaises grises et tristes. Alors que celui-là est pour le coup un véritable et un vrai bon film, un film très particulier, un film très étrange, un film qui, comme il faut le dire aussi, est très violent dans son discours et dans les choses qu'il montre et qui, fort heureusement, donc là, ressort en Blu-ray accompagné d'un entretien très drôle d'ailleurs avec Jean-Luc Bidault, qui est le seul d'ailleurs de la bande qui est encore vivant, parce que tous les acteurs du film et le metteur en scène sont morts depuis. Où Bidault est très très drôle, il raconte clairement qu'il n'en a rien à foutre du film, que personne n'avait rien à branler du film, que Marielle était infecte sur le plateau et qu'il se demande pourquoi est-ce qu'on vient vraiment le faire chier avec des conneries pareilles, quoi. Donc Bidault de toute façon est toujours formidable. Moi je suis un très très grand admirateur de Jean-Luc Bidault, qui est une fois de plus parfait dans le film. Et donc ici aussi, vous l'avez vu autour de cette table, qu'est-ce que vous pensez de ce chien de paille made in Francaoui? À noter que le spectateur rennais, le spectateur et la spectatrice rennaise ont pu voir ce film parce que les copains de 90, à l'époque, on pouvait organiser des projections dans des bars. Parce que les copains Juste des projections déjà. Oui, parce que les copains de 97 mm l'avaient projeté au 1000 potes, si je ne m'abuse. Et oui, c'est un film extrêmement particulier. Alors moi, la première chose qui m'a frappé, bien entendu, c'est la mise en scène. Alors, on pourrait parler sur les thématiques qui sont oui, que Claude Chabrol n'est jamais bien loin, mais on pourra peut-être y revenir. Mais c'est surtout la mise en scène de Leroy qui est d'une sécheresse pas possible. On est dans un cinéma absolument naturaliste, c'est-à-dire que la bande son ne va se faire que via des dialogues ou des sons d'ambiance, pas du tout de musique de fosse. Oui, j'allais dire aucune musique de fosse. C'est quand même impressionnant. Pas du tout de musique de fosse. Et surtout, cette mise en scène naturaliste, en fait, ce qui est intéressant, c'est que si on prend un cinéaste, alors je vais faire un parallèle avec un cinéaste anglais, avec Ken Loach. Ken Loach dit beaucoup que lui, il utilise sa caméra de manière naturaliste pour donner du respect à ses personnages. Alors, c'est lui qui dit ça, hein. On peut le croire ou ne pas le croire, mais du coup, il ne va jamais filmer son personnage en trop gros plan, il va rester sur du plan moyen. Et ici, Leroy reprend exactement le même principe, donc un cinéma naturaliste qui, limite par presque définition, voudrait donner du respect aux personnages. Sauf qu'ici, le projet se casse la gueule, mais à dessein, parce qu'en fait, du respect pour ses porcs, jamais tu ne pourras en avoir, et en témoigne cette séquence finale dans le cimetière, sans trop spoiler, le film dans le cimetière, où en fait tu as juste envie que ces gens-là croupissent comme des grosses merdes dans un endroit pas possible. Donc voilà, la grande force du film, moi il me semble que ça vient du décalage entre ce qu'une mise en scène naturaliste veut dire et la caractérisation, on va dire, de ces personnages qui sont plus ignobles les uns que les autres et qui forment un groupe. Alors c'est un film de potes, hein, c'est comme Virus Cannibal, c'est un film de potes, mais ici les potes, t'as tous envie de les claquer, quoi. Justine. Alors moi je l'ai vu avec grande attention parce que vous m'en aviez beaucoup parlé. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai pas été du tout déçue de ce film-là. Au contraire, j'ai été complètement surprise. Leroy est un cinéaste que je connais pas du tout. Donc j'ai découvert le seul film là pour le moment que j'ai vu, avec une très grosse surprise, surtout dans la mise en place d'un dispositif qui est à l'image de ce que le film raconte. C'est vraiment la traque et c'est en fait une battue qui s'organise d'une part dans le premier tiers du film pour une partie de chasse, qui en fait une partie de chasse tourne de façon tragique à une partie de chasse à l'homme qui est absolument bouleversante. Moi je trouve que Hélène, donc incarnée par Farmer, est sublime en espèce de figure virginale qu'on voit finalement assez peu dans le film. Elle apparaît comme ça sporadiquement, on la voit évidemment à la fin aussi, et qui est toujours recherchée comme si l'étau se resserrait autour d'elle, parce qu'on a cette bande d'hommes qui n'en veut qu'à son honneur en fait, qui décident de la détruire pour ne pas se détruire eux-mêmes, alors qu'ils sont complètement pourris, Thibault l'a dit. Et du coup, tout se resserre. Et je trouve que le rythme du film est par ailleurs hyper intéressant, puisque du coup, on s'attendrait à ce que la traque commence dès le début. Finalement, ça commence, je pense, de 40 minutes, oui, une à peu demi-heure. près. C'est ça. On est vraiment déjà
on a le dispositif qui s'installe et on comprend en fait les enjeux de cette bande de copains qui se réunit et ouais, c'est ça, on arrive à avoir les tenants, les aboutissants et on va comprendre du coup pourquoi ils la poursuivent aussi. Et ouais, moi ça m'a laissé assez bouleversée. J'avoue que le film m'a mise un peu à mal. J'ai versé quelques larmes aussi. Ouais, c'est pas un film aimable. Hein. Je pense que ça tient, comme Thibaut le répétait, aussi à la sécheresse ambiance. Il y a quelque chose de très clinique dans le film. Et cette figure de femme qui est poursuivie jusqu'à la mort, en fait, pour sauver l'honneur de sombre merde, ça laisse un peu ça laisse un peu des traces. Ouais, parce qu'effectivement, tu as ce truc d'une femme qui sera pourchassée par 8 hommes qui ne sont même pas des figures de virilité, qui sont juste des mecs veulent, parce que clairement, ils n'ont pas la posture, à part le personnage de Marielle, peut-être justement, qui a cette posture de mec un peu plus viril, un peu plus France-gauloise, qui va en faire des caisses, qui va être la grande gueule, comme il était sur le tournage d'ailleurs, apparemment d'après Bidot, qui était un petit peu le chef du groupe, qui les emmenait pour faire... qui les emmenait pour aller faire des conneries, pour faire des trucs vraiment de gamins, pour aller faire chier les autres, et puis comme ça à chanter la digue du cul et puis compagnie. Mais sinon, c'est vrai que globalement, c'est plutôt vraiment des mecs veulent, comme on pourrait justement vraiment ce côté des films de Chabrol, des petits notables de province qui sont pervers, qui sont dégueulasses parce qu'ils ont tous des soucis particuliers, où on sent qu'ils ont une sexualité qui est mal assumée, ou en tout cas qui est très mal placée, et qui justement participe au côté glauque du film, de cette poursuite de cette pauvre femme dans les bois. Alors, pour moi, ça va même plus loin que ça, parce qu'il y a quand même tout un arrière-plan quand même dans les dialogues, où il y a quand même quelque chose qui a à voir avec la guerre, quoi, avec l'idée de tuer en groupe. C'est-à-dire que Constantin, c'est un ancien militaire, ils n'arrêtent pas de faire des références à l'Indochine, à l'Algérie. Et en fait, ce que le roi essaye de montrer, moi je pense aussi dans ce film-là, et ce qu'il arrive très bien à montrer à mon avis, c'est comment est-ce que c'est un processus d'animalisation en fait. C'est-à-dire que les chasseurs deviennent leurs propres chiens. Et elle se transforme en une biche, une biche apeurée, et qui fuit comme ça à travers. Et la scène finale, dans les marécages, je veux dire, les cris de la jeune femme deviennent des cris d'animal blessé, quoi. Et c'est là, moi je trouve ça le film, moi je trouve prend complètement une autre tournure, parce que ça va beaucoup plus loin qu'un truc un peu franchouillard justement, de notables locaux, parce que tu vois. Il y a ce côté franchouillard. Je trouve que ça devient, avec les dialogues, moi je trouve que ça devient quelque chose de vachement plus universel qui rejoint un peu quelque part Délivrance, quoi. Moi je trouve, c'est-à-dire sur cette idée de l'animalité, dire que tu places les êtres humains dans un cadre qui va les pousser en fait à l'animalité. Et ça veut pas dire qu'ils sont pas responsables de leur animalité, hein, parce qu'ils sont tous responsables, les mecs dans le film, mais et ils se rendent pas compte, quoi, qu'ils sont en train de devenir des animaux, et elle fuit comme elle peut. Et c'est intéressant parce que moi je trouve par exemple avec la question de l'empathie, c'est vachement intéressant ce qui se passe dans le film, c'est que on les connaît vachement mieux qu'elle. Elle, on sait quasiment rien d'elle. Elle a relativement peu de lignes de dialogue, et pourtant toute notre empathie va vers elle, parce que il y a à mon avis un truc qui est important, c'est que tu parlais tout à l'heure le fait de les prendre en plan élargi. La seule vraie scène où il y a du gros plan, c'est la scène de viol, et tout le gros plan est centré sur sur son visage à elle. Et je pense que pour moi, à travers ce gros plan, Serge Leroy, il dit de quel côté de lui il est, en tout cas par rapport à ces mecs-là, qui après qu'on va connaître et qui sont humanisés. Moi, je trouve qu'ils sont pas juste des salauds, justement. C'est des salauds ordinaires, en fait. Avec effectivement, il y a des moments où tu as envie de les trouver, certains, tu as envie de les trouver sympathiques, et puis en fait non, parce que tu vois. Le perso de Michel Robin, le perso de Bidot, même de Cruchet, qui sont les plus sympathiques. Par exemple, Paul Crochet, je trouve qu'il a des super scènes. Moi, je trouve Paul Crochet, il a des avec Léotard. Quand il est avec Léotard, et pourtant, il finit lui aussi par subir cette espèce de truc de groupe qui fait que, parce que ce sont tous des mecs qui ont connu la guerre, et ils sont tous dans cette espèce de truc de machin viriliste on fait frères d'armes, les frères d'armes, et en fait il reproduit aussi ça, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il rejoue, en fait. C'est pour ça qu'il y a des moments où moi j'ai pensé presque quasiment à Rambo, quoi. Tu vois, avec cette idée de rejouer la guerre, en fait, mais dans un pays où il rejoue tous la guerre, parce que comme tu disais, il y a Paul Crochet qui était résistant durant la Seconde Guerre mondiale, il y a le perso de Constantin qui a été en Algérie, il y a le perso du garde-chasse qui a été en Indo, tout ça, puis on sent bien les notables qui étaient à l'arrière, mais qui ont plus ou moins voulu résister, ou peut-être collaborer, et puis des machins comme ça, et qui du coup arrivent à faire un genre d'esprit de corps. Et tu parlais de ce côté un peu universel du film, mais en même temps, ce qui est intéressant avec ça, c'est que on a
beaucoup vu ce genre de film ou de pitch, on va dire, dans le cinéma américain. Et là, ce qu'en fait vraiment la spécificité, c'est que c'est quand même très ancré dans un truc très français, de par les dialogues, le monde de la chasse, le monde des notables, le rapport à la bouffe, au vin, à leur alcoolisme, et puis des machins comme ça, mais qui effectivement parle d'un truc qui est très ancré, qui pour nous, je pense, nous parle plus peut-être que pour d'autres gens en Europe ou bien aux USA, qui du coup est fait qu'on s'identifie beaucoup plus facilement à ces petits mecs-là qu'on a tous plus ou moins croisés à un moment donné de notre vie, et de les voir tout d'un coup tranquillement dériver, mais presque naturellement, vers justement vers une vraie saloperie. Ouais, mais c'est parce qu'il y a un effet de meute, en fait, je pense, où quoi qu'il arrive, dans leur lâcheté, ils s'entraident coûte que coûte. En fait, ils ne cessent de répéter tout au long du film, on le fait ensemble, on est tous ensemble, quoi. Ils se haïssent, mais ils haïssent encore plus. Ils haïssent encore plus les femmes, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à la sacrifier, je veux dire, en un clignement d'œil, quoi, plutôt que de sacrifier leur petit royaume médiocre, quoi. Parce qu'ils ont des intérêts financiers derrière, sur un terrain à acquérir, notamment par le perso de Michael Lonsdale, tout ça, qui est un peu le chef de la troupe, justement parce que c'est le plus riche, parce qu'il a des appuis politiques, il a des intérêts financiers dans la région. Ou en plus Lonsdale, qui est quand même pas trop familier de ce genre de truc, mais fait très bien le petit mec, la petite merde, la petite saloperie. Ouais. Moi, il m'a fait un peu penser dans Folle à tuer, par exemple, quand il est le film de Boisset d'après Manchette. Ouais. Quand il est pareil dans un rôle de pourriture, mais il joue très bien le notable pourri. C'est qu'il est il a une intonation, et moi je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fascinant dans la mise en scène parfois de plans où justement le perso de Lonsdale, qui est quand même le plus puissant, celui qui a beaucoup de poids et qui va faire pencher la balance, il arrive en fait à chaque fois à prendre à partie un des membres de la bande pour un peu lui expliquer quoi ce qui est en train de se passer, et c'est lui l'un des premiers qui est au courant de ce qu'a fait Léotard. Et pour autant, il va jamais se remettre en question, ni remettre en question ce qui se passe au sein de la bande. C'est-à-dire qu'il y a une convergence en fait de la pauvre lutte, qui est celle de tuer cette femme, parce que de toute façon leur honneur est trop peu sauf maintenant. C'est un souvenir surtout. C'est ça. Et du coup, ça amène quelque chose de très particulier, moi je trouve, de très palpable dans le film, même si le film est quand même assez linéaire, puisqu'on est toujours dans un bocage. Sur moins d'une journée. Exactement, c'est ça. Et je trouve que là aussi, quand même, le film est très fort, parce que donc c'est 8 acteurs principaux qui sont tous des bêtes d'acteurs. Et je trouve que là où le film est très bien écrit et où il est très fort dans sa mise en scène, c'est que tout le groupe existe. Il n'y aura pas un personnage qui sera laissé à part, même ceux qui partent parfois un peu plus longtemps de la narration, comme le perso de Michel Robin. Finalement, ils arrivent tous à exister, peu importe leur nombre de dialogues. Et je trouve ça que c'est quand même très fort, parce que c'est très difficile de réussir des films de groupe où tous les persos existent, où on comprend tous leur motivation, leur histoire. Et je trouve que là, Le Roi arrive très bien à retranscrire tout ça finalement. Et comme disait Erwan, eux existent vraiment. On devrait avoir presque de l'empathie pour eux si on comprend leur parcours, tout leur rapport à la guerre. Et finalement, ça restera que des pourritures, et ce sera que le perso de Mimsy Farmer auquel on va s'attacher. Alors que pourtant, ils ont 15 fois l'occasion de se racheter, ils le font pas, et jamais ils le font, quoi. Enfin... Même quand un des persos va justement leur présenter l'occasion de le faire, il y a un truc qui va foirer, parce qu'il y a un mec qui va réagir comme un con. Si c'est pas Marielle, ce sera Lonsdale ou bien Bidot. Ça va être constamment toutes les options qu'ils vont avoir pour montrer que finalement c'est peut-être pas que des raclures, ils vont totalement passer à l'as, quoi. C'est ça qui rend le film extrêmement anxiogène en fait. C'est que, comme tu le dis justement Thomas, c'est que ces personnages existent. C'est que, comme tu le disais Erwan, c'est que on pourrait comprendre leur motivation, mais en fait le plan de fin est tellement radical, c'est quasiment un plan de cinéma d'horreur. C'est marrant, c'est quasiment le même plan que le plan, enfin c'est l'inverse du plan d'ouverture de Husbands de Cassavetes. Ouais. C'est que en fait toute leur humanité, toute leur existence en fait va s'étioler, et le plan final va dire mais en fait non, cette existence là, cette personnification, enfin cette manière qu'ont les acteurs d'incarner leur personnage, en fait ce plan final, enfin pas ce plan final, c'est pas un plan final, mais on va dire le plan un des plans de fin où on les voit tous en groupe en fait, ou alors toute l'humanité ici
elle est pareille. L'hypocrisie. Toute cette humanité, en fait, elle est balancée au fin fond du marécage. Et comme le dit le personnage de Lonsda, le marécage, il va pas être dragué avant des années. Mais et elle s'efface avec un plan. Alors c'est ça qui est hyper puissant de la part de Leroy, c'est que juste avec sa mise en scène, juste cette manière de cadrer les acteurs de mettre ces acteurs dans le cadre, fait qu'en fait ça s'étiole. Et ça c'est ça qui rend le truc anxiogène, parce que comme tu le disais Thomas, ces personnages-là on les connaît, on en a croisé du moins, ou on en a connu. Et en fait c'est ce qui fait la grandeur de la France finalement. Et qu'en fait, c'est ça la France. C'est ça la France. C'est ça la France. Ouais. C'est ça la France. Et en fait, la grandeur de la France, c'est quoi? La grandeur de la France, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur un nombre incalculable de salopards et de saloperies. Et puis il y a c'était quand même cette idée que même cette espèce de pseudo solidarité, masculine, elle se fait quand même. Elle est par intérêt. Ouais, puis elle se fait quand même aux dépens de la vie de l'un des membres du groupe. Donc c'est ça le truc, c'est que au-delà du meurtre il y a le meurtre de cette femme, et puis il y a une autre mort qui est une mort aussi qui est extrêmement, qui pose vachement question sur ce qu'ils sont en tant qu'êtres humains, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont prêts pour satisfaire justement des pulsions meurtrières, avec des excuses comme leur honneur, leur statut social, des choses comme ça, mais ils sont prêts à sacrifier l'un des leurs à partir du moment où il est blessé, quoi. Donc c'est pas simplement c'est même pas simplement, c'est ça le truc, c'est qu'ils sont même pires que des animaux, parce qu'ils ont même pas l'esprit de meute jusqu'au bout, quoi. Et le roi, je pense, les montre encore pire que ça, c'est-à-dire qu'ils ont même pas même cette espèce de faux esprit de groupe qu'ils essayent de maintenir. En fait, dans la réalité du film, ils ne la maintiennent pas du tout, en fait, quoi. Et là-dessus, c'est assez radical, moi, je trouve, le jugement qui est porté sur ces groupes d'hommes, quoi. Au final, dans ce plan, c'est le plan célèbre dont je parlais, un des plans de fin du film, c'est qu'en fait, oui, qui est la pochette du DVD, on voit leur visage, en fait, est complètement cachés par ces espèces de roseaux. Ils sont loin, ils sont dans la profondeur de champ, et en fait, voilà, ils ne sont plus du tout des hommes, ce sont juste des fantômes, des figures. Ce sont des monstres. Des âmes en paix, ouais, ce sont littéralement des monstres. Après, à noter que cette figure de la traque s'inscrit bien entendu dans le courant de l'histoire du cinéma, parce que moi j'ai pensé aux chasses du comte Zaroff de Cooper et Schoedsack. Donc voilà, il conduit. Ouais, c'est trop bien. Ouais. Et en fait, il s'inscrit là aussi, comme Bruno Mattei, Virus Cannibal, il s'inscrit un petit peu dans une histoire du cinéma de genre. Ouais. Et c'est suffisamment rare en France pour que ce soit célébré. On va devoir s'arrêter là malheureusement. Donc c'était La Traque de Serge Leroy, ressorti en Blu-ray chez Le Chat qui fume dans une très belle édition. Voyez-le, c'est un très très beau film français, mesdames. Cocorico. On va passer au coup de cœur. Tout à coup, Jean-Michel Mimosé... C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette... C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Thibaut. Alors, carrément Fleuret. Alors, moi, ça va être une série sud-coréenne qui date de 2016 ou 2017. 2016. Voilà, qui s'appelle Signal. Donc, une série pour le moment, c'est un one-shot d'une saison, donc 16 épisodes. Des épisodes de 1 heure jusqu'à 1h20 pour le dernier, si je ne m'abuse. J'ai oublié le nom du showrunner, mais ça se trouve, c'est actuellement sur Netflix. Donc voilà, l'histoire d'un flic du passé avec 2 flics du présent, des temporalités donc du coup qui se dédoublent, et je trouve qu'en fait la gestion... Voilà, oui, si tu veux. Je trouve que cette gestion de la double temporalité est extrêmement bien tenue, un personnage féminin hyper badass, et puis un petit peu d'émotion, et donc ça fait toujours plaisir. Voilà. Merci. Justine. Alors moi, c'est un livre qui s'appelle Bullshit Jobs de l'anthropologue anglais David Graeber. Je crois qu'il est décédé il y a très peu de temps. C'est un livre formidable sur qu'est-ce qu'un job à la con, inutile, voire nocif pour la société. Très bien. Docteur. Moi, ce sera la série Trémé que je suis en train de revoir. Voilà, donc avec dans des bonnes conditions de visionnage, donc avec une très belle musique que je trouve toujours aussi fun. Voilà. Et moi, ce sera 2 choses très différentes. Donc, pour le Mattei, tout à l'heure, on parlait de Buñuel. Donc, j'ai revu Le Fantôme de la Liberté, qui est pour moi, je vais dire, un de ses meilleurs chefs-d'œuvre, parce que c'est absolument incroyable, c'est une beauté magnifique. Et sinon, dans un tout autre genre, je l'ai revu aussi, j'avais pas revu depuis longtemps, c'est Les Ripoux de Claude Zidi. De notre Claude Zidi national. De Claude Zidi, que je trouve vachement bien, et qui, pour le coup, à l'inverse de beaucoup de polars et de comédies françaises, est doté d'une mise en scène que je trouve carrément pas dégueulasse. Donc c'était un immense plaisir de revoir ça.
Voilà, on va devoir s'arrêter là. On se retrouvera en direct dans 2 semaines, parce que là, vu que c'est les vacances, on va faire une petite pause musicale. Et comme il y a 2 semaines, on a parlé de Shane McGowan, et ben, ce sera la mixtape qui sera consacrée. Elle est prête depuis des mois, donc voilà. On se retrouvera en direct dans 2 semaines pour parler notamment de Coppola. D'ici là, portez-vous bien. Prochaine émission, prochaine édition. À ciao, bonsoir. Salut. Salut.